Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et voilà, on a beaucoup de rugby sur la planche aujourd'hui. Mon cher Théo, on va parler top 14, on va parler de notre équipe de France. On a plein de choses. Je suis très content d'être là avec un certain Théodore de Saint-Rémy, un deuxième ligne de 2 mètres, anciennement de Racing. Mais maintenant, quand même, tu coaches toujours, il me semble. Ah non, là je ne coache pas cette année, je suis en pause, comment on appelle ça? Un career break. Voilà. J'espère reprendre l'année prochaine. Bah, ça devrait te faire bizarre en fait de faire une petite distance à rugby qui était dans ta vie tous les ans pendant un grand paquet d'années quand même. Bien sûr, mais j'ai quand même heureusement le pack de potes pour ça. Qui me permet de garder un lien avec toi, avec Amélie, avec Charlie, avec tous les potes du pack et puis peut-être un peu nos écouteurs. Très bien dit, très poétique comme toujours, mon cher Théo. Amélie va être avec nous la semaine prochaine. Là, on va parler des barrages, des demi-finales. On va parler de nos voisins, des Anglais aussi. On va parler d'autres sports comme tu étais tellement poétique sur le Roland Garros, mon cher Théo. On va parler un peu des NBA. Et restez jusqu'à la fin. On a un petit mot d'un petit Mozart. En fait, c'est Yann Deleg qui est passé sur l'émission pour parler de Water Rugby qui va être ce week-end à Toulouse. Donc, restez jusqu'à la fin de cet épisode pour ne pas rater ce moment avec Yann. C'est bien sympa. Mais tiens, on a eu un petit mot de la part d'un certain Bex Flanagan, n'est-ce pas? Oui, Bex Flanagan, on avait l'impression que c'était sans doute une Rebecca. Et elle confirme, je suis bien une Rebecca. À noter que le PWR, c'est-à-dire Premiership Women's Rugby, l'équivalent anglais de l'élite 1, a des TMO pour les matchs télévisés. Et elle pose la question, si les Anglais y arrivent, 3 petits points. Voilà. Ouais, peut-être. La réponse est dans la question. Oui, exactement. Donc peut-être en France, on devrait faire la même chose. Et juste par curiosité, je suis allé voir. Et en fait, en Angleterre, c'est Gloucester Hartpury qu'ils ont gagné 3 années à la suite. En fait, ces 3 dernières années qui sont championnes en Angleterre. Thierry, en anglais, on dit Gloucester. Ah, excuse. Tu me corriges mon anglais, c'est génial. Oui, j'adore ça. Oui, on en profite aussi pour faire un petit coucou à Sylvain Delpech, qui est un écouteur habituel et fidèle, qui nous laisse souvent des petits commentaires sur notre Facebook. Alors Sylvain, on t'embrasse et peut-être un jour avec nous dans le pack, sait-on jamais. Et en parlant de tous nos écouteurs un peu outre-mer aussi, il y avait Greg de Baltimore. En fait, il nous a laissé un mot il y a très longtemps, mais c'était sur Spotify que j'ai vu assez rarement. Donc voilà, Greg de Baltimore, petit coucou, merci. Il y a presque un an, tu nous as mis un petit mot. Donc voilà, merci encore pour tes commentaires. Je vous invite, nos chers écouteurs, de partager cet épisode autour de vous, sur le WhatsApp avec tous vos potes de rugby, etc. Ça nous fait grand plaisir. Mais maintenant, on va attaquer tout de suite ce grand week-end de rugby. On va remonter dans le temps pour parler de l'Access Match qui était à Grenoble, qui a reçu Perpignan. Et voilà, il faisait très chaud à ce match à Grenoble ce soir-là. Le premier mi-temps, il faisait tellement chaud sur le terrain. C'est un petit peu chaud dans les tribunes aussi. On a vu un essai dans les 3 minutes par Perpignan. Grenoble a marqué 30 minutes plus tard. Un deuxième ligne, ça va te faire plaisir, mon cher Théo. Le deuxième mi-temps démarre un peu mal pour Grenoble, avec on avance sur le coup d'envoi, mais ils tiennent bon quand même. Grenoble a plus de force en mêlée, mais USAP a l'air d'avoir plus de jambes quand même. Par exemple, il y a Geronimo de la Fuente, un nom que je sais que tu aimes bien. Il va échapper, mais il va faire un en avant juste devant la ligne. Ensuite, un coup de pied contré par Perpignan. Ça roule juste devant le 5 mètres de Grenoble, mais non, difficile à marquer dans ce match. Encore des opportunités côté catalan, mais cette équipe est trop crispée pour l'instant. Et finalement, Perpignan, ça va reprendre le devant avec un pénalité à 65 minutes. C'est un pénalité dans l'angle par Tommaso Alain. USAP va garder le lead pendant ce match. Il gagne 13-11 face à Grenoble. Ce qui est incroyable dans ce scénario, c'est que le match aurait pu évidemment basculer des deux côtés. Quand on est sur un score aussi proche, c'est que ça tient à des petits riens. C'est vraiment été le cas sur ce match. Et ce qui est complètement fou, c'est que Grenoble doit se sentir un peu maudit. Parce que Grenoble, c'est quand même la 3e saison d'affilée qui sont finalistes de Pro D2 et qu'ils perdent aussi l'Access Match. Donc ça devient une série noire, une série au bord de la psychose, parce qu'il y a de quoi devenir fou en fait, de passer aussi près. Tant une saison de Pro D2, c'est dur, c'est long,
c'est exigeant, c'est fort de finir premier, d'arriver en finale. C'est rageant de perdre la finale et c'est encore plus rageant de perdre l'Access Match. Mais alors, le perdre à 2 points, c'est à se taper la tête contre les murs. Donc, je pense que ça explique un petit peu la tension de ce match qui s'est traduite malheureusement par des échauffourées un peu en tribune, un après-match avec à moitié des bagarres de supporters, etc. Ce qui est tout sauf ce qu'on veut voir au rugby. Mais en fait, il y a une telle tension qui s'installe dans y arriver ou pas. Et puis, côté Perpignan, y arriver ou pas à se maintenir, qui dure toute une saison avec une pression qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Et à la fin, en fait, ça pète un peu les plombs, quoi. Donc c'est à la fois, je trouve, moi, un process qui est vraiment intéressant sur le plan sportif, d'avoir cet access match entre les deux divisions, qui est une vraie porte entre les deux, qui donne une indication sur le niveau de chacun de ces championnats, etc. Et à la fois, on se demande aussi un peu si le premier de la Pro D2 ne devrait pas simplement monter en top 14 et qu'ensuite il y ait une histoire d'access match avec le deuxième. Je trouve que pour Grenoble, là, c'est d'une cruauté sans nom. D'avoir laissé passer Montauban, qui était un peu l'invité surprise des phases finales, et ensuite de perdre le match contre l'Access Match. Je trouve ça vraiment terrible pour eux, et en même temps, on ne peut pas l'enlever à Perpignan le mérite d'avoir été gagné son match là-bas. Donc, mais j'ai trouvé ça vraiment difficile émotionnellement pour les deux équipes, et terrible pour les Grenoblois. Bah, peut-être j'ai une solution, en fait, c'est des ligues fermées, en fait, comme on a, tu vois, aux Ne commence États-Unis. pas. Bon, écoute, on va parler vite fait des barrages de top 14. Donc, c'était il y a 2 semaines environ. Ça démarrait avec Clermont contre Bayonne, sous la pluie. Donc, des fautes à gogo. 9-3 à la mi-temps. À 55 minutes, il y avait un premier essai de Tom Spring, qui est le frère de Max Spring, qui est à Racing. Et d'ailleurs, son papa est nouveau-zélandais, qui a en fait trouvé sa femme qui vient du Pays Basque. Donc, voilà. 62 minutes, bon, Bayonne évite un petit essai casquette quand même. Camille Lopez joue beaucoup au pied et les Clermontois vont pêcher, notamment un carton jaune contre Bézi, le 9. Voilà, Bayonne va garder la main sur ce match, 20-3, et il passe après pour jouer contre Toulouse. Oui, je pense qu'il faut saluer quand même cette équipe bayonnaise, qui était, on le sait, en Pro D2 il y a quelques années, et dont les équipes dirigeantes ont patiemment construit le club qu'ils rêvaient de voir accéder à ces phases finales. Ils ont fait grossir le budget, grossir le stade. Ils ont capitalisé sur cette culture du rugby basque qui est extraordinaire, qui est souvent faite aussi à base de chants, de convivialité. Et on a tellement de grands joueurs basques qui sont passés par l'aviron bayonnais, qui ont ensuite habité les travées de l'équipe de France pendant de nombreuses saisons. Mais il y a quelque chose de complètement réjouissant de voir cette équipe de Bayonne revenir au plus haut niveau. Ça faisait 40 ans qu'ils n'avaient pas été en demi-finale, donc c'est quand même pas rien. Et franchement, moi, j'ai des copains qui ont été au match et qui disent, mais le stade du Jean Daugé, c'était fou, fou, fou d'ambiance, de joie, de bonheur. C'est ce que le sport peut réserver de plus beau en termes de partage émotionnel. C'est ce genre de succès dans un stade plein, avec une belle culture autour. Et on se dit, voilà, on est dans des moments un peu d'éternité, dans des moments suspendus. Je pense qu'il faut le reconnaître et il faut saluer le travail des dirigeants du club de Bayonne. Eh ben, écoute, c'est intéressant du part de relations et c'est intéressant aussi, ils ont fait un choix de prendre à la fois Machenot et Lopez, donc le 9-10, qui étaient en fait à tout début de leur carrière, ils étaient, je savais pas, mais ils étaient teammates, ils jouaient ensemble à Bordeaux en fait, tout au début de leur carrière, donc c'est intéressant qu'ils finissent leur carrière ensemble en passant par l'équipe de France en fait aussi, donc ils ont passé de Bordeaux, l'équipe de France. Ouais, c'est génial cette histoire qu'ils se connaissent depuis tellement longtemps. Et j'ai noté aussi qu'il y a un nom que j'aime beaucoup, donc un pilier qui s'appelle Montagne, déjà c'est pas mal. Ça, lui, par contre, c'est pour Clermont. Et voilà, il a passé donc un vrai montagnard parce qu'il est passé de Grenoble à Clermont, donc c'est déjà pas mal. Et voilà, il a fait tous les 15 de France des différents âges et peut-être on va l'avoir cet été. Peut-être il va avoir un billet pour aller à Nouvelle-Zélande. Oui, il faut saluer effectivement ces joueurs. Clermont n'a pas à rougir de sa saison, a raccroché le wagon des 6 après avoir vécu quelques saisons un petit peu difficiles en deçà. Donc franchement,
À la fois, c'était super qu'il soit là. À la fois, sur le match, il n'y a pas vraiment photo. 23, bon, c'est quand même assez clair comme score. Mais ce sont deux équipes avec des fortes identités et qui ont des choses à raconter sur le rugby français, qui ont aussi offert beaucoup de joueurs internationaux des deux côtés. Donc le jeu de montagne, pourquoi pas? Puis c'est vrai que jouer pilier et s'appeler montagne, c'est fantastique. On passe tout de suite à Toulon Cast, ce qui démarre bien sûr par un petit pilou-pilou, qui est quand même très difficile pour l'Américain à comprendre. Les impacts sont très rudes, notamment Léo Lebrun, donc le neveu de Yann Delec d'ailleurs, qui va prendre le set de Toulon à Badi en plein de visage. Mais c'est Lebrun qui va recevoir le carton jaune et aussi peut-être un petit commotion. Super intense comme match, il faut voir aussi le 8 massif de Castres, en fait, Papa Lili, avec un super nom, qui a fait un essai en bulldozer. Donc en fait, c'est Castres qui ouvre le score au niveau d'essai. Garbassi va trouver un peu d'espace. Le 8 de Toulon, il n'est pas mauvais non plus. Et à 27 minutes, il y a un petit Marseillais. Et surtout, il y a un grand Jaminet qui ajoute 3 points au pied. Un très très bon match par lui, j'ai trouvé. Il va rater un penalty, mais il va faire celle qui suit. Castres reste collé avec une pénalité et encore Arreta qui est difficile à plaquer. C'est toujours 10-9 pour Castres quand même. Il est bien costaud le numéro 5 de Toulon, Ribans, on va dire un Jack Reacher, mais plutôt Soudaf ou anglais. Garbassi est dangereux sur le côté gauche, le 7 Abadi il va marquer, mais c'est refusé parce qu'en avant, Toulon quand même il gagne à la mi-temps 12-10 pour l'instant. Et ensuite, voilà, c'est un pluie d'essais. On va voir le 11 qui slalom et Jaminet qui va finir l'action et passe la transformation. Ensuite, Bobigny va diriger son pack et Serin va bien jouer le 2 contre 1. Et voilà, le match n'est pas fini là. Toulon va vraiment commencer à marquer avec un avalanche d'essais par la suite. Ça finit 52-23. Ouais, en plus de cette avalanche d'essais, il y a quand même une fin de match avec petit événement, c'est que Mahanounou a marqué un essai. Donc il a 40 ans, Génial. il rentre, il marque. C'est vraiment la résurrection, le retour de l'enfant prodige. C'est extraordinaire et c'est fou de voir ces joueurs-là qui ont tellement le rugby dans le sang et dans les veines qu'en fait, ils peuvent pas s'empêcher, quand il y a un terrain de rugby pas loin, de remettre les crampons. Et puis, ils sont tellement bons qu'ils sont quand même encore en capacité d'aller marquer à cet âge-là. C'est absolument fantastique. Je pense que Toulon a tout à fait mérité sa victoire. Castres n'a pas à rougir. Ils ont fait une très bonne première mi-temps. Ils étaient quasiment à égalité à la mi-temps. Je pense qu'ils avaient une charge émotionnelle aussi énorme. On en a parlé, hein, le décès de Joshua Raisuke, qui est malheureusement mort dans un accident de la route en allant à l'entraînement pendant la fin de saison. Je pense que tous ces joueurs-là, ils sont extrêmement marqués par cet événement. D'ailleurs, il y a eu à la fin des embrassades pleines de respect et un petit peu dédiées cette fête du rugby où il faut bien un vainqueur et un vaincu, mais à la mémoire de cet homme-là. Je pense que Toulon est aussi une équipe qui a hébergé beaucoup de grands joueurs des îles, beaucoup de joueurs fidjiens. Et donc, quand on aime le rugby, quand on a le rugby de haut niveau dans le sang depuis quelques années, on est tous fous en fait de ces joueurs qui traversent la planète pour venir nous émerveiller avec leur talent. Et donc, on est tous un peu orphelins. Et je pense que ce match-là, qui était une belle fête du rugby, c'était aussi, même s'il y avait une défaite, un bel adieu à ce joueur. Et je crois que c'était plus qu'une défaite. Il fallait que cette saison s'arrête là pour Castres, qui a besoin de penser sa peine. Très bien dit. Allez, c'est les demi-finales, on passe à Lyon. Donc déjà, je veux dire un grand merci à mon pote Christophe qui m'a invité pendant ce super week-end de rugby. C'était la première fois pour moi dans le groupe Ama Stadium et j'ai trouvé ça magnifique, très bien organisé, super stade, pas des mauvais endroits pour s'asseoir. On a un super vue de partout. Pour le premier match, en fait, c'était Bayonne contre Toulouse et on peut dire que le public bayonnais était bien présent dans les tribunes. On passe directement au match. Il a fait chaud ce vendredi soir, mais comme on a dit, les supporters de Bayonne, ils ont l'habitude, ils ont metté l'ambiance dans ce stade. Les premiers points, ils étaient pour Seconde, qui va faire un très bon match au pied. Et ça va être égalisé très rapidement par Ramos, qui va aussi, lui, faire un bon match. Malia, il va cavaler, il ouvre l'espace pour un essai de Ntamak, 10-6 pour Toulouse. Seconde, il va coller au score quand même avec un autre pénalité. Et voilà, Bayonne récupère encore un touche et c'est eux qui gagnent les touches pour l'instant et Toulouse gagne plutôt les mêlées. Bayonne récupère un point en pénalité avec un faute de Jack Willis à la 27e. Seconde encore 4 sur 4 là et donc c'est 13-12 à la 28e.
Juste après, Ramos est sur l'aile. Il va remettre à 109 Grahou. Et Ramos aussi va assurer la transformation. Et ça fait en 20-12 à la 33e. Encore seconde, qui avec un autre pénalité, 505 pour lui maintenant. À la mi-temps, c'est 20-15 pour Toulouse. Un bon match disputé comme on aime bien. C'est chaud dans les tribunes, mais c'est chaud sur le terrain aussi. Ça commence à chauffer un tout petit peu entre les joueurs. Toujours de pénalité contre les rouges et noirs. Là, Marchand va prendre un jaune. Seconde va ajouter ses derniers points du match avant d'être remplacé par Lopez. Il y a Machino qui arrive aussi. Mais leur arrivée n'est pas la solution pour Bayonne. Il y avait un moment, un choix difficile, plutôt chercher les 3 points, mais ils ont botté en touche. Là, c'était la décision du match, on va dire. Le fin de match, on va dire, ça manque un peu de rythme. On peut seulement dire que la défense de Toulouse était très très présente et que Ramos est un sacré client, 22 points au pied, 8-8, avec un passe décisif aussi. Toulouse va gagner sans jamais avoir vraiment peur, 32-25. Tiens, juste pour le plaisir et que ça reste très rugby, voici l'audio de la dernière essai à la dernière minute de Bayonne. Allez, allez, fake. Oui, c'est un score qu'on pouvait craindre un petit peu, tant Toulouse a l'habitude de ces grands rendez-vous, même en étant un peu emprunté, un peu moyen, ils savent faire le job, parce qu'ils ont des grands joueurs qui ont très souvent gagné ces grands matchs. Je pense que les bookmakers auraient forcément trouvé Toulouse un petit peu favori. Il ne faut pas oublier que Bayonne avait beaucoup d'absents et qu'ils viennent mourir finalement à 7 points, c'est-à-dire en restant à portée de fusil de Toulouse, puisque sur un autre essai, s'ils avaient marqué un peu plus tôt, voilà, ils auraient pu peut-être venir à 32 partout et qui sait. Mais il leur manquait Tatafou en pilier, il leur manquait Chouznou en touche, qui était vraiment un atout absolument majeur de la conquête aérienne. Il leur manquait Touilagui, il leur manquait leur arrière tibérien. Donc il manquait quand même beaucoup de monde, malheureusement, à Bayonne, pour venir rivaliser et chatouiller Toulouse sur le chemin de cette finale. Après, je pense que la saison, de toute façon, pour Bayonne, se termine aussi de façon extraordinaire parce que personne n'a jamais honte de perdre contre Toulouse en demi-finale. Et qu'ils ont pris rendez-vous d'une certaine manière et qu'ils ont envie de faire mieux et qu'ils ont de l'ambition avec effectivement un club qui maintenant a tout pour jouer au plus haut niveau. Et c'est marrant parce que Toulouse n'était jamais en danger, vraiment, mais quelque part, tu as ressenti que c'était trop facile pour eux, mais même si c'était pas un très bon match de leur part, ils ont gagné facilement. C'est dur parce qu'on attend tellement de cette équipe, et eux aussi, qui quand même, ils n'ont pas Dupont, ils n'ont pas Ange Capuzzo, il manque un peu de monde, mais c'est dingue que nos attentes de Toulouse, c'est toujours de gagner par 50 points et d'être super beau. Oui, c'était un match assez moyen, et ce que j'ai trouvé assez frappant, c'est que ils n'ont pas cette allégresse qu'on leur a vue, qu'on leur a connue ces dernières saisons, cette joie de jouer ensemble, cette capacité à enchanter le débat. Ils ont cette capacité à accélérer, à faire le job. Hein. Ils l'ont fait, la preuve, ils sont devant. Mais on a quand même l'impression que c'est une équipe un peu empruntée. Voilà, donc ça va permettre de prendre des jalons pour la finale, qui s'annonce très, très, très incertaine. Mais on va d'abord parler de l'autre demi. Ouais, mais il faut juste dire que quand même les 2 essais étaient magnifiques et les supports de Bayonne, franchement, vous étiez trop cool. Allez, on passe à samedi soir, c'est le 2e match, c'est UBB contre Toulon. UBB qui sont Lord Louis bébé, mais il y a quand même Big Ben qui va démarrer, le pilier de 150 kg. Assez surpris de le voir là pour commencer le match. Normalement, il finit avec les dernières 30 minutes. Sinon, c'est des arrières qu'on connaît bien à UBB quand même. C'est presque l'équipe de France. Il y a Lecou, Jalibert, Damien Penaud, Mo Ifedin, Léo Portière et Boros qui quand même un cap, mais je pense qu'il mérite un peu plus. Encore chaud dans les tribunes ce samedi soir et c'est 3-3 à 8 minutes et encore 3-3 à 18 minutes. Deportière va mettre le premier essai entre Albadi et Garbessi. Lamotte va ajouter la 2e essai 8 minutes plus tard et on peut penser que le match va être déjà plié. Mais j'ai un souvenir d'avoir vu du très très beau rugby pendant 10 minutes qui a fini avec un essai magnifique du 13 de Toulon, bien servi par Garbessi. Donc c'est 15-10 pour Bordeaux
qui relance le match, mais pour le mi-temps. On peut avoir le nom du 13 de Toulon? Fainga Onuku. Je sais que tu adores ces noms. C'était méchant. Allez, 44 minutes, Lamotte va faire son doublé. Il n'est même pas touché en entrant au milieu de terrain. 49 minutes, carton jaune pour un enlèvement volontaire contre la deuxième ligne de Toulon. Donc logique de voir le magnifique passe au pied de Jalibert pour Penaud. Rien à dire. Et voilà, le triplé pour Maxime Lamotte, le talonneur. Encore personne autour de lui, au milieu de terrain. Et voilà, apparemment, c'est la première triplé dans une phase finale. 34-10. Le 14 de Toulon va marquer un essai, mais ça va vraiment pas faire la différence. 36-17. Toulon n'est pas du tout dangereux dans ce fin de match, même si ça finit 39-24. C'était easy pour UBB. Ouais, c'est un match en deux temps, hein, puisque la première mi-temps était quand même disputée. 15-10 à la mi-temps, c'était un match qui était encore tout à fait à portée. Et puis, Toulon a tout simplement pas existé en deuxième mi-temps. Donc, c'est une équipe qui est en reconstruction vers le très très haut niveau, c'est incontestable. Ils ont montré des très belles choses. Leur demi-finale, leur quart de finale, le barrage a été vraiment extrêmement convaincant et ils avaient été remarquables. Mais là, en demi-finale, on peut tout simplement pas jouer que 40 minutes. C'est pas possible. Donc, en face, on a une équipe sûre d'elle, sûre de sa force, avec un Lamotte vraiment des très, très grands soirs, avec un Moefana qui a été exceptionnel dans sa capacité à gagner du terrain au ras du sol et à faire avancer son équipe tout le temps. Il a été vraiment, vraiment magnifique, avec des éclairs de pureté et de génie, comme laissait Jalibert Penaud, mais on dirait un entraînement. C'est-à-dire que Penaud, il prend le ballon qui est tellement bien placé par Jalibert et il connaît tellement cette phase de jeu que les autres, tu as l'impression que c'est des cadets. Donc, je trouve que, franchement, non seulement l'UBB mérite cette victoire, mais je trouve que l'UBB aussi mériterait, pour ce qu'ils ont montré cette saison, d'aller gagner cette finale. Et j'ai pas vraiment de préféré, parce que j'aime aussi le Stade Toulousain, c'est une grande équipe. Mais ayant gagné la Coupe d'Europe en éliminant le Stade Toulousain, ayant marché sur le reste du championnat comme ils l'ont fait avec autant de talent cette année, avec autant d'essais marqués, etc., je trouve que venir décrocher le bouclier de Brennus serait une victoire et une issue pleinement morale et pleinement juste qui viendrait récompenser l'extraordinaire saison qu'ils font. C'est vraiment ce que je leur souhaite. Et ce serait aussi... je crois, le grand succès du président Marty, qui a construit patiemment cette équipe. Et on le voit, il y a un lien extrêmement fort entre le président et ses joueurs. Ça en dit encore beaucoup sur ce que c'est qu'un sport co qui fonctionne. Un sport co dans lequel on ne fait pas qu'empiler des stars, on vient juste écrire des histoires collectives. C'est vraiment le sentiment qu'on a avec cette équipe de l'UBB. Donc, j'attends de voir la finale. Mais moi, je mets vraiment une pièce sur l'UBB. C'est une revanche incroyable. Ils ont pris 60 points l'année dernière en finale contre Toulouse. Donc, ils ont vraiment toutes les motivations du monde pour venir gagner ce trophée. Et alors là, ce serait un retournement de bonheur et une inversion du malheur de l'année dernière quand le ciel leur était tombé sur la tête, qui serait vraiment aggravé en lettres d'or sur ce bouclier. Si d'aventure, c'est eux qui gagnent. Mais il reste 80 minutes, le Stade de France, et en face, il y a le Stade Toulousain. Ouais, et en plus, c'est mon copain Christophe qui m'a fait marquer que, en fait, Bordeaux a gagné les 3 matchs contre Toulouse quand même cette année. Donc, on peut dire que la chance est sur le côté. Pas la chance non plus, parce que, en fait, dans toutes les façons, ça va être une jolie histoire. Donc, soit c'est Toulouse qui fait le triplé, ou c'est soit Bordeaux qui fait le doublé. Donc, moi, je trouve que tous les deux, c'est des belles histoires et ça va être un sacré final. Je finis juste par dire, ça m'a fait vraiment plaisir d'aller dans ce stade de Lyon. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un match dans un grand stade comme ça. Et tu sais quoi? C'est un tout petit peu comme de voir, en fait un opéra, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Il y a à la fois ce qui se passe sur le terrain, il y a les supporters, il y a les musiques, les chansons, il y a les écrans, les supporters à gauche et à droite. Et franchement, j'étais très ému d'être dans ce stade avec 60 000 personnes et juste passer un bon moment et vivre le sport. Je pense que j'ai envie de finir par ça. Et figure-toi que tu étais dans le stade avec notre cher ami et qui est déjà intervenu dans ce podcast, Arthur, notre ami qui joue au rugby à Lisbonne. Il était aux 2 demi-finales avec son papa. Malheureusement, je l'ai su à contre-temps que vous étiez ensemble dans le stade, donc vous n'avez pas pu vous voir, mais vous avez communié au même bonheur.
Donc c'est rigolo. Voilà, donc Arthur, on t'embrasse, on espère que tu as fait une bonne saison et on sait que voilà, le rugby continue de se développer au Portugal et on compte sur toi. En parlant de Portugal, on va parler rapidement des autres championnats aussi. Dans le English Premiership, en fait, c'était Bath contre Leicester. Et un vrai plaisir, ce match. En fait, j'ai regardé le deuxième mi-temps pour prendre mes notes. Un public mais hyper bruyant à Twickenham. À Finn Russell, mais tu aurais aimé de le voir. Il était agile et bien dans ses pompes avec une interception qu'il va faire. Il peut le marquer tout seul. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à son ailier. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un jeune et son papa a joué pour Bath. Donc, il a fait marquer son ailier. C'est juste beau ça comme histoire. C'est Finn Russell. C'est Finn Russell. Hein. Voilà, c'est la candeur, la classe, le petit truc en plus de ce joueur fantasque qu'on adore. Maintenant il est champion d'Angleterre, donc il a bien fait de partir du Racing. La preuve, tant mieux pour lui. Bon, j'ai noté 2 joueurs côté anglais quand même. C'est Miles Reed, un deuxième ligne, ou on va dire un troisième ligne, qui m'a beaucoup marqué dans ce match. Il était quand même exceptionnel. Et un jeune Guy Pepper, en fait, qui lui a joué dans ce mini crunch dont on va parler juste après. Lui aussi, il était très très impressionnant. Donc je pense qu'on va la voir peut-être cet été. Ce jeune Guy Pepper, je pense que c'est un nom qu'on va connaître bientôt. Côté URC, en fait, on peut être content pour Slimani, en fait, qui allait jouer à Leinster cette année. Ils ont gagné Leinster contre les Sudaf, les Bulls de Pretoria, 32-7. Donc voilà, avec quand on regarde des gens qui ont marqué, il y a un certain Conan, un certain Barrett et un certain Van der Flyer. C'est des noms qu'on connaît là. Oui, ce championnat, par contre, qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas envie de connaître parce que Leinster contre Pretoria Bulls en championnat domestique, excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que tu me permets quand même 2 secondes sur le MLR aux États-Unis? Évidemment. Écoute, il y aura le final ce week-end, le samedi 28. Ça va être les Free Jacks de New England contre les Houston Sabercats. On peut parler de Top 14 comme un ligue qui est très serré, mais on peut dire que le MLR, c'est assez similaire aussi. Il y en a, par exemple, dans le 1, 2, 3, 4, ils ont presque tous 11 victoires. Et donc, le 5 jusqu'à 9, ils ont tous 8 victoires. Donc, c'est vraiment, on va dire, un championnat qui c'est vraiment égal. Sauf, malheureusement, le pire équipe, ça vient de là où je viens, moi. C'est Charlotte. C'est the Anthem Rugby Club of Charlotte. Donc, malheureusement, c'est chez moi où ça flanche un peu quand même. C'est parce qu'ils t'attendent, Thierry. Il faut que tu ailles là-bas. Tu vas remettre de l'ordre là-dedans et ça va pas rigoler. Ça va, je vais les motiver. Allez, on va parler rapidement de ce mini crunch que nous avons eu samedi. Si vous avez eu la chance de trouver sur quelle chaîne c'était équipe live, il me semble. Chez les Anglais, en fait, je connaissais beaucoup de ces joueurs. J'ai pensé que c'était une équipe que j'allais pas connaître grand monde, mais il y avait quand même Jamie George, George Ford, Henry Slade. Donc, c'est des grands pour l'équipe d'Angleterre. Et avec des nouveaux noms comme Theo Dunn, Fign Baxter, Dom Brandt et, comme je disais, Guy Pepper aussi. Avec Freddie Stewart, c'est un monsieur qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Côté français, un peu plus difficile parce qu'il y avait plein de noms que je connaissais pas forcément. Mais certaines têtes, on connaît très très bien. Slimani, ça fait plaisir de les revoir. Il y a aussi Ficou, mais il y avait d'autres nouveaux qui n'étaient pas aussi connus. Oui, Erdocchio, Duguy, Moustin, qui sont vraiment des joueurs qu'on connaît peu et à qui on donne leur chance. Tixeron, c'est costaud. Moi, voilà, tu vas sûrement décrire le match, mais celui qui m'a fait très forte impression, c'est quand même Guillard, qu'on le fasse jouer en deuxième ligne ou en troisième ligne centre. Il est énorme. Ouais, ça fait plusieurs fois que maintenant on pense à lui. Allez, à 6 minutes, c'est le premier essai. C'est pour nous grâce à des gros. Gaël Ficou va arracher un ballon. Tissobé, il va faire un super passe pour son deuxième ligne. Ça va être 12-0 pour nous. Et ensuite, c'est des fautes à répétition par les Français. Même si on défend plutôt bien, c'est difficile de toujours défendre contre les Anglais. Voilà, essai par la 8 d'Angleterre. Hors-jeu par notre Ficou, c'est la deuxième à la suite, et après un autre essai par les Anglais. Donc voilà, et on est à égalité 12-12. Tout le monde est trompé sur la prochaine action. En fait, c'est Guy Pepper qui a arraché les ballons. Même le réalisateur ne savait pas où les ballons étaient. C'était Atusebe et le 7 bleu qui nous avaient sauvé l'essai. Hastoy se fait découper par le 11 d'Angleterre. Ça devrait être un rouge direct, Madame Arbitre. Un plaquage direct de Fidji des années 90.
C'est finalement rouge quand même. Atusepe, il va faire un peu de confiance dans l'air. Il va sortir à 40 minutes blessé et remplacé par Berdo. 19-12 toujours pour eux dans le 10e mi-temps. Il y a plus de 30 ballons hauts déjà dans ce match et on en gagne très peu. On souffre et en plus les Anglais ne sont plus à 14. C'est assez douloureux. Et puis c'est un peu magique. Berdo chope un ballon haut, Gaëtan avance et Le Garec finit avec un essai à 50 minutes. Mais c'est no try parce que Kamal Waki a fait une petite correction à un Anglais qui traînait par terre et il a mis un petit épaule dans la tête, carton jaune pour l'instant, et c'est donc par Angleterre tout de suite après. En plus, le petit caresse de Waki est nommé carton rouge. On perd les ballons, on est cramé, mais un peu de good news, un essai pour nous, et Astoy le transforme. Et à 82 minutes, on va mettre cet essai de la gagne. C'est Astoy qui va la transformer. 26-24, on a gagné. C'était dur, mais on commence à démontrer de la résilience. Oui, ce qui est intéressant, c'est d'aller gagner en terre anglaise. Hein. C'est toujours bon à prendre. Et puis on aime bien mettre une petite nuquette aux Anglais comme ça, même si c'est un match avec peu d'enjeux. Qu'est-ce qui est intéressant, effectivement 2 cartons rouges, dont celui de Fei Waboso. Je ne sais même pas pourquoi ils ont commencé par un jaune. Enfin, je veux dire, la faute est complètement aberrante. Donc, si on a besoin de la vidéo et d'une commission pour comprendre que c'est un rouge, on a un problème. Voilà. Donc, c'est rouge direct, une faute comme ça, qui est sortie vraiment de nulle part. Ensuite, ce que j'ai aimé, moi, dans ce match, quand même, c'est l'engagement de tous, le talent de Guillard, le talent de Le Garec. L'importance croissante, et j'aime beaucoup ça, de la pertinence sur le jeu aérien, parce que on se rend bien compte que maintenant on a énormément de coups gagnants qui partent sur des ballons gagnés en l'air, et c'est quelque chose qui est très spectaculaire, qui est très chouette, et donc ça va dans le bon sens. Moi, j'adore cette partie-là du jeu. C'est un peu aléatoire, mais c'est pas si aléatoire que ça, parce qu'il faut des coups de pied très bien tapés, et il faut le talent d'aller les chercher en dessous. Donc moi, j'aime bien ça. Et puis le fait d'y croire, de rien lâcher, de venir gagner dans les arrêts de jeu à la barbe de nos amis anglais. Personnellement, ça m'a fait mon après-midi, même si il y avait des moments, c'était un peu emmerdant comme match, il faut quand même être honnête. C'est assez marrant parce que j'ai vu un 50-22, je pense, dans ce match. Il disait quand même, c'est fou, ça c'est un règle hyper récent. Tu te souviens qu'on a dit, mais c'est quoi ce règle? Il n'y a pas si longtemps. Et finalement, une super règle. Et c'est un super règle et ça rentre vraiment dans le jeu. Et c'est assez chouette par rapport au rugby que ça change comme ça. Ça reste pas un vieux sport, ça change avec le temps. C'est une super règle, le 50-22. Hein. On rappelle que c'est ce qui permet, quand on tape une touche dans les 22, si elle a touché le sol avant, depuis au-delà de la ligne des 50, on garde l'avantage du lancer. Et ce que ça permet, c'est tout simplement d'être un facteur de protection de la ligne de touche arrière. Donc ça recule la ligne de défense et ça ouvre des espaces devant. Donc c'est une règle qui est très intelligente et qui, on le voit bien, fonctionne super bien. Il y en a beaucoup qui fonctionnent et qui donnent des occasions d'essai aux équipes qui saisissent les opportunités derrière. Donc c'est vraiment une règle absolument top. Bon, après cette victoire, il faut dire, on se prépare pour notre tournoi cet été. On va avoir 3 matchs en juillet. Ça va être le 6, le 12 et le 19 juillet en Nouvelle-Zélande. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs joueurs de Pro D2, hein, donc en particulier Paul Mallet qui est de Provence. Moi, je pense que c'est l'occasion, ces tournées-là, de voir des nouvelles têtes. Alors, c'est dur parce que on arrive à l'issue d'une saison éreintante. On va jouer 3 fois contre les Blacks qui, eux, sont plutôt en début de saison. On rappelle que de l'autre côté de la planète, là-bas, c'est l'hiver. Donc, eux, ils sont plutôt en début de saison. Et c'est rare d'aller s'imposer là-bas, surtout pas 3 fois de suite. C'est arrivé qu'on y gagne 2 fois. Hein. En 94, c'était absolument extraordinaire et on s'en souvient tous, même toi si tu étais aux États-Unis, mais quelque part dans ta mémoire, tu dois t'en souvenir un peu quand même, tellement c'était beau. Et franchement, ce sont des matchs qui s'apparentent à des aventures. Voilà, c'est une expédition, c'est à l'autre bout de la planète, ça dure 3 semaines, les mecs quittent tout pour y aller, et ils sont à poil là-bas avec leur rugby, avec les Blacks en face. Donc, c'est de toute façon des voyages qui font grandir les joueurs, en particulier quand ce sont des jeunes joueurs à qui on donne cette chance
de participer à ça. Ils seront quand même bien encadrés, hein. On a du Romain Taofifénois, du Slimani, du Gaël Ficou, donc des joueurs extrêmement, on va dire, confirmés, des joueurs en cours de confirmation comme Berdeux, Astoy, Gaëton, qui sont des joueurs maintenant bien confirmés en top 14. Et puis, voilà, des petits nouveaux qui arrivent là, qui vont rentrer un peu comme des voleurs dans la salle de musée, quoi. Et puis, on va voir si c'est eux qui accrochent les tableaux. Ouais. Je pense que les trois personnes que j'ai envie de voir le plus, c'est notamment, on a déjà parlé de ce Lyonnais, là, Guyard, qui joue deuxième et troisième ligne. Moi, j'ai trouvé que Gaëtan était plutôt solide en centre, en fait, de Gaëtan de Pau. C'est un excellent joueur. Ouais, et j'ai noté qu'il y a 3 joueurs qui s'appellent Théo, quand même. Donc c'est générationnel, ça. Depuis que je suis passé par là, tout le monde, les joueurs ont envie de me ressembler. J'ai marqué mon époque et voilà. J'ai l'impression qu'ils sont tous un peu plus rapides quand même, hein, parce qu'il y a un ailier, un centre et un troisième ligne. C'est possible. Bon. Moi, je suis content aussi de voir, parce qu'on avait dit, et ça faisait un petit moment là qu'on était embêtés, on a dit il y a toujours un Sudaf dans une équipe. Tu te rappelles, c'était une vieille tradition. On a quand même un mec qui s'appelle Jacobus Van Tonder. Je pense qu'il est un peu Sudaf sur les bords. Donc, je suis content. C'est bien. Écoute, j'ai regardé aussi les All Blacks, leur squad, et il faut dire que même si on n'a pas vu les All Blacks récemment, je connais pas mal de leur équipe. Moi, je vais dire les noms qui me parlent. Donc, un talonneur, Cody Taylor, des piliers De Groot et Lomax. Tiens, il y en a les 3 Barrett. Ils devraient commencer à avoir un certain âge quand même, les 3 Barrett. Ils sont éternels. Boden, c'est des mutants. Ouais. Il y a Hardy Savia aussi qui est là depuis longtemps. Et si tu te souviens du jeune CTT, si tu te souviens de lui, ça c'était un vrai client. Joueur exceptionnel. Ouais. Le 9, Damien McKenzie avec un mulet un peu douteux de la dernière fois que j'ai vu. Ah tiens, en parlant de ça, dans le stade de Lyon, bonne nouvelle, il y avait très peu de mulets. Je voulais te le dire, j'ai vu que 2. Donc ça, c'est une bonne signe d'ailleurs. Sinon, juste pour finir sur les All Blacks, on a encore dans les arrières Ioné aussi, Linehart Brown qui est toujours là. Et bien sûr, Will Jordan, il est plus jeune, mais quand même, c'est un sacré client. Et puis ce week-end, si je ne m'abuse, c'était aussi le grand début des Lions, emmenés par leur capitaine Maro Itoje, le géant anglais. Puisque la tournée démarre avec un match contre les Argentins. Ouais, donc je pense qu'ils voulaient se chauffer contre les Argentins tranquillement à Dublin, mais Argentine, en fait, ils ne voulaient pas jouer ce jeu-là. Et voilà, ils sont arrivés, ils ont gagné, les Argentins 28-24. Un peu étonné pour tous les Lions, en fait, ils pensaient d'être les meilleurs des meilleurs, mais moi j'ai lu pas mal des repenses des nouveaux aides et des Australiens, des Sudaf, ils disent tous, mais nous on n'est pas surpris de tout qu'ils ont battu les Lions parce que l'Argentine maintenant c'est un vrai client. Assez drôle aussi de voir, en fait il y avait que 1 ou 2 joueurs qui ont bien joué, notamment les Irish, en fait, Bundiaki qui a marqué son essai, mais quand même assez magique, le mec il a 34-35 ans qui va arriver à marquer son essai quand il faut. Taj Burn, la deuxième ligne aussi, ils ont joué un bon match, et sans oublier le Baby Rhino lui-même, Gange de l'Angleterre. Mais voilà, donc ça démarre un petit peu en difficulté quand même ce tournoi pour les Lions. Oui, alors ça reste un match entre guillemets préparatoire. Ils sont même pas encore partis d'Europe, donc c'est des matchs de mise en place. Contrairement aux Argentins qui sont une vraie équipe, les Lions c'est pas une vraie équipe, c'est une équipe en formation et ça devient une équipe grosso modo sur les premiers tests. C'est-à-dire qu'ils vont jouer contre l'Australie le 19 juillet. D'ici là, ça reste des matchs préparatoires. Donc, il faut aussi relativiser. Ce sont les test matchs 19 juillet, 26 juillet et 2 août qui seront les plus importants. Maintenant, évidemment, c'est quand même un petit retard à l'allumage. Ça va leur donner l'occasion de travailler, d'aussi faire preuve d'un petit peu d'humilité, ce dont on a toujours besoin dans une sélection, 2 sélections avec beaucoup de stars. Je pense que c'est pas plus mal que ça leur soit arrivé s'ils veulent faire une belle tournée après. Ils ont quand même 8 matchs en presque 7 semaines, puisqu'ils ont commencé le 20 juin et finissent le 2 août. C'est des tournées marathon. Et ils ont un sacré programme devant eux. On n'a pas fini de les voir et cet été, ça va être quelque chose. Tiens, j'avais une question pour toi. S'il y avait un Lions, British, Irish et une French, qui est-ce que tu penses de notre équipe de France aura sa place en fait, dans cette équipe ? En ce moment, il y a pas tellement photo. Je pense qu'on aurait quand même Antoine Dupont qui serait sans trop de discussion
à sa place. Et puis je pense que Louis Bielbiarré, il a tellement bluffé les Britanniques cette année que s'il n'avait pas ces petits pépins de commotion qu'il a maintenant, je pense qu'il y serait aussi. Ce seraient les deux probablement les deux seuls incontestables. Euh, Peut-être également qu'on pourrait parler d'un François Cros qui est en troisième ligne de devoir à la Britannique, pourrait ressembler à un Anglais quelquefois tellement il est dur et tellement il est efficace. Voilà, je pense que ces trois-là, ça pourrait faire le job. Moi, je mettrais un petit Thibaut Flamand aussi, parce que quand même, les grandes deuxièmes lignes qui bougent comme lui, ils sont très, très rares. Exact. Allez, on approche de fin de cet épisode quand même, et je sais, bah, tu l'as mérité, tu peux avoir un petit moment NBA. Et bien sûr, puisque en plus, on a eu beaucoup de chance cette année, puisque la décision s'est faite au match 7, comme disent les Américains. C'est le plus beau des scénarios, puisque c'est au meilleur des 7 matchs. C'est comme un Roland-Garros qui finit en 5-7 en finale. 3 victoires partout. Bah, il n'y a plus qu'un match, c'est le 7e, et c'est nos amis du Thunder d'Oklahoma City qui ont été chercher leur premier titre. Donc, c'est un exploit retentissant, on peut le dire. Et c'est en plus un de leurs joueurs, bon, comme souvent, hein, qui a été élu MVP, puisque c'est Shai Gilgeous-Alexander qui a fait la différence, en particulier dans le troisième quart-temps, où il a marqué plusieurs points déterminants. Ouais, c'est marrant parce que c'était vraiment un series pour les puristes, en fait. Tu vois, c'était pas les Lakers contre les Celtics où tout le monde va regarder. Là, c'était vraiment The Pacers against the Thunder. C'est un peu Bayonne contre Castres, en fait, si tu veux, en finale. Donc, mais vraiment pour les puristes. Mais comme tu dis, jusqu'à 7 matchs, quand même, étonnant de voir aussi que les Pacers, personne pensait les Pacers allaient tenir jusqu'à là. Ils avaient un Halliburton, en fait, c'est leur joueur qui a été blessé à la dernière match aussi. Donc voilà, mais bravo à Shai Gilgeous-Alexander, c'est marrant parce qu'il est MVP de l'année et aussi Finals MVP. C'est très rare, mais c'est un MVP qui n'est pas forcément un nom super connu, même s'il a marqué plus de 32 points par match, quoi. Et il est top scorer de l'année. C'est-à-dire que là, il marque 29 points en finale, 12 passes, et il fait un quadruplé hallucinant. Top scorer MVP de la saison, champion et MVP de la finale. Je veux dire, c'est quand même absolument énorme. Et ce mec, moi personnellement, je ne connaissais pas son nom il y a 2 mois. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est un Canadien. Et ben voilà. Donc si ça se trouve, il parle français et on pourrait l'inviter à Pâques de Pâques. C'est très bonne idée. Allez, en parlant d'invités, on a le plaisir d'avoir avec nous Yann Delegue. Il est passé pour nous parler de Water Rugby. Ça va être ce week-end à Toulouse, 4 jours de folie. Donc, je vais lui laisser Yann Delegue à l'expliquer. On y va tout de suite. Comme toujours, nous sommes super contents d'avoir avec nous Yann Delegue. Yann qui a créé Water Rugby, qui aujourd'hui, ça va être la 7e année, en fait, il me semble, la 7e édition de Water Rugby qui va être à Toulouse. Yann, on y va, on va direct dans le sujet. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de Water Rugby cette année? Ben effectivement, comme tu l'as dit, c'est la 7e édition de l'Eden Park Water Rugby. Donc ça va être encore un grand rendez-vous sportif. La grande nouveauté de cette année, c'est qu'on met 2 plateformes flottantes, 2 terrains de jeu. Donc ça démultiplie le nombre de matchs, le nombre de joueurs, de joueuses. On va être à 1500 joueurs, joueuses sur l'événement. Donc l'événement, c'est du 3 juillet au 6 juillet, donc du jeudi au dimanche. Le jeudi, il y a 32 équipes étudiantes. Le vendredi, 56 équipes entreprises, où les internationaux viennent participer aussi. Le samedi, dimanche, 2 tournois amateurs de 40 équipes, une initiation pour les enfants, du rugby fauteuil, une cinquantaine d'anciens internationaux de rugby français et étrangers qui sont présents, une quinzaine de joueuses internationales de rugby présentes également sur l'événement. Donc ça va être un moment canon pour tous les passionnés de rugby. Et j'espère que la météo sera au rendez-vous parce que ce sera une grosse, grosse fête. On a tout un village des partenaires au port de la Dorade à Toulouse et ça va être fabuleux. Bah, ça a l'air. C'est incroyable. J'ai l'impression que chaque année, ça augmente en vigueur et même avec deux plateformes cette année, c'est quand même incroyable. Ouais, ça va être dingue. Vraiment, on attend beaucoup de monde. L'année dernière, il y a 38 000 spectateurs qui sont passés durant les 4 jours. Ouais, et donc là, on attend encore plus de monde parce qu'il y a plus de joueurs et de joueuses et c'est incroyable. Puis en plus, on a des belles stars internationales qui viennent. Je peux t'en citer quelques-uns. Ouais, s'il te plaît.
Ouais, Louis Picamol, Vincent Clerc, Fabien Pelouse, Lissandro Arbizou. Enfin, voilà, il y en a énormément et c'est un plaisir. Cédric Aimant, je ne sais pas si je l'ai dit aussi. Enfin bon, il y en a énormément, il y en a une cinquantaine. Donc, et Aurélien Rougerie aussi sera présent. Donc ça va être la grande fête du rugby. Et tous ces joueurs, toutes ces stars du rugby ben, auront la proximité avec le public et c'est ça qui est génial dans ce sport, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Bah écoute, en off après, tu peux me donner tous les numéros, comme ça je peux les interviewer chez Pacte Pot. Sinon, est-ce que ça reste gratuit pour le public? C'est gratuit pour le public, effectivement, du jeudi 3 au dimanche 6 juillet. C'est complètement gratuit. Il y a un village des partenaires avec plein de stands. C'est un spectacle familial. Tu peux venir avec les enfants, avec tous les âges. Il y a de quoi s'amuser sur place. Il y a 7 food trucks. Il y a 3 grandes buvettes. Donc, on peut se restaurer sur place. Et voilà, on peut y passer la journée entière. On s'embêtera pas. Bah c'est superbe, c'est superbe. Bon, et dernière question là-dessus, est-ce que toi, tu as déjà gagné ton propre tournoi de water rugby? Ah, j'ai bien dû tricher pour gagner un petit peu, oui. Non, sincèrement, j'en sais rien. Mais de toute façon, le but du jeu, c'est surtout s'amuser. Et quand je dis s'amuser, c'est en journée par rapport à tout ce qu'on a dit, mais c'est aussi les soirées parce qu'on a des DJ qui viennent le soir pour des soirées géniales et notamment le vendredi soir, on a Maeva Carter qui est une grande DJ qui sera présente sur l'événement pour mettre le feu. Ok, bah super, bah ça a l'air super sympa. Bah moi, je serai pas sur place, mais j'enverrai peut-être un Mali pour dire un coucou à notre nouveau membre de Pacte Pot. Écoute, il y a aussi un côté association, comme chaque fois. Donc là, j'ai vu potentiellement Serge Betson Academy, que nous, on est grands fans ici à Pacte Pot. Après, il y a un nouveau qui s'appelle Green World Team et bien sûr French Flair. Donc ton association à toi. Est-ce que tu peux nous mettre un petit mot par rapport à ces associations? Ouais, alors Serge, je suis pas sûr encore qu'il vienne avec son assaut parce qu'il est engagé aussi sur autre chose en même temps. Mais sinon, effectivement, Green World Team, c'est pour l'écologie. Donc, c'est porter la bonne parole pour que les gens aient les bons gestes par rapport à l'écologie. Et puis, l'association Rugby French Flair, ben, j'en suis le vice-président. Et là, c'est une association humanitaire sociale pour aller aider les enfants en Colombie, à Madagascar et au Sénégal. Et cette année, on va même aller au Vietnam d'ailleurs pour aller aider les gosses. Donc voilà, qui sont dans des situations d'extrême pauvreté et ça nous tient à cœur de les aider. Ouais, super, super. J'adore ces idées-là aussi que le rugby qui donne. Ça, c'est super important. La dernière fois, il me semble qu'on a parlé d'un certain projet de grandir et exporter. Est-ce que le water rugby, ça s'exporte? Alors, la semaine prochaine, donc une semaine avant, le week-end prochain, en fait, le week-end de la finale, il y a un water rugby pour la première fois à Toulon, sur le port de Toulon, en face du stade Mayol. Donc, toi, j'en profite pour le dire aussi. Et ça va être déjà un beau premier pas, un beau warm-up pour l'événement de Toulouse. Et effectivement, ça sera une belle fête du rugby aussi, parce que alors, on sait aussi que même si Toulouse est une grande ville du rugby, les gens sont passionnés, mais à Toulon, pour avoir connu les deux équipes, je peux te dire que c'est pareil. À Toulon, c'est les grands passionnés de rugby aussi. Bah super. Bah oui, en parlant de ça, j'aimerais bien mettre un petit mot par rapport à ces playoffs qui bon là l'épisode va sortir après que les playoffs vont serrer à Lyon. Bah, question pour toi parce que c'est un peu difficile. Toi qui as grandi à Toulon, qui a gagné quand même à Toulon et à Toulouse, donc et en plus ton neveu qui est à Castres, c'est un peu compliqué quand même. Il y a beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup d'émotions, effectivement. Alors, je te cache pas que mon cœur va du côté où mon neveu joue, parce que c'est mon neveu, les liens du sang, je peux pas faire autrement. Mais après, Toulon-Toulouse, ouais, deux équipes de cœur. Et ben, si on peut les retrouver ensemble en finale, ce serait génial. Écoute, pour finir, on peut parler vite fait de la France qui va jouer un espèce de mini crunch avec le France 15 ce week-end contre l'Angleterre, mais plutôt j'ai vu quelques noms, des surprises, on va dire, dans le nom potentiel pour Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai toujours un souvenir du tournoi d'été en Australie en 2021. On a vu Villiers pour la première fois, Jaminet, quelques deuxièmes lignes aussi, il me semble Flamand peut-être. Et voilà, donc pour toi, est-ce qu'il y a certains joueurs qui pour toi avaient les surprises en fait de cet été, à ton avis? Ben, c'est toujours, généralement, historiquement, une tournée un peu expérimentale, effectivement, avec des joueurs qu'on ne connaît pas beaucoup, mais des joueurs, ben, tu viens de le citer, qui se révèlent être des bons joueurs et qui finalement ont une carte à jouer pour intégrer l'équipe de France quand c'est plus sérieux, entre guillemets, et quand c'est les matchs avec l'équipe type, quoi. Donc effectivement, c'est des joueurs, il y a plein de joueurs que alors, on les connaît, mais on les suit pas attentivement dans leur performance. J'ai un petit peu hâte de voir ce que ça donne. Bon, bien sûr, ils sont encadrés par
quelques anciens qui ont plus d'expérience. Mais effectivement, ce vent de fraîcheur aussi va apporter du peps à cette équipe de France. Donc, on va voir, parce que là, c'est le match contre l'Angleterre. Si j'ai bien cru comprendre, il y a d'autres joueurs qui intégreront aussi pour la tournée. Peut-être que certains joueront l'Angleterre et ne partiront pas en tournée aussi, donc on ne sait pas encore exactement. Mais en tous les cas, pour ce match de l'Angleterre, moi je vais le commenter pour RMC d'ailleurs Ah. samedi. Et on va voir ce que ça va donner, mais c'est une chance donnée à des joueurs moins connus. Ouais. Et d'ailleurs, oui, je vois que tu es avec France Télé aussi. Est-ce que tu vas travailler un peu cet été? Parce que tu es toujours un homme d'action, j'ai l'impression. Donc, est-ce que tu vas consulter aussi pour les matchs en Nouvelle-Zélande? Non, 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 avec RMC, ça prend fin après la finale. Là. Normalement, pour cette saison, je parle hein, forcément. Et avec France Télévisions, peut-être que je serai sur Stade 2 ce week-end, mais après, pareil, ça va être un temps off. Et puis, je vais attendre aussi de savoir s'ils veulent de moi encore, mais a priori, oui. Et surtout, s'ils ont les droits ou pas du tournoi Destination 2026, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore attribué, enfin, le tournoi n'a pas encore attribué la chaîne qui a diffusé les matchs. Ah, je savais pas. Sinon, je sais que tu es toujours un homme d'action et tu as toujours plein de projets. On a parlé de ça dans notre interview. Un vrai entrepreneur, je trouve, dans l'esprit, un gars qui va vers l'avant. Et j'imagine que tu as un petit truc dans la poche. Est-ce que tu peux nous en parler d'un autre petit projet? J'imagine que tu en as un petit quelque chose. Ouais, j'ai deux trucs. Le développement du water rugby ailleurs. Donc, on a un projet sur Paris, là. Donc, on y travaille. Et puis après, peut-être sur un autre sport aussi, mais difficile d'en parler mais pareil sur l'eau, mais sur un autre sport qui se joue aussi avec les mains. Voilà. Ok, ok. On Bah dire- écoute, tu reviendras pour nous dire plus quand c'est le moment. Bah écoute, Yann, merci beaucoup d'être passé à Pacte Pot. Eh bien, avec grand plaisir. À très bientôt et puis passez les bonnes vacances. Merci Yann pour ces explications. Merci Thierry pour ta fidélité, puisque Yann, ça fait quand même longtemps que tu l'invites et qu'il nous fait le plaisir de venir partager ces infos avec nous. Merci à tous. La saison approche de la fin de l'épilogue, mais nous, on continue le pack. On est toujours là, au soutien, comme on dit, dans l'axe, à vous accompagner sur des minutes rugby de plaisir et de joie ovale. Alors n'hésitez pas à partager avec vos amis sur les réseaux, à droite, à gauche. On embrasse encore Camille qui a un t-shirt pack de potes sur le sol américain en ce moment. Donc on compte sur vous tous. On vous embrasse et surtout on vous retrouve dans une semaine après la finale. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.